Mesdames et messieurs, j'ai fait un rêve terrifiant. J'incarnais un homme, le comble, un cauchemar pour une femme. Ainsi donc, incarné dans la peau de cet homme, je vivotais aux Pays-Bas pour un salaire mensuel de 1 600 €. À peine de quoi régler le loyer de mon logement, assurer le quotidien de ma compagne et de mes 4 enfants mineurs. Arriva ce jour où j'ai vu venir un ami néerlandais qui me proposa de me mettre en contact avec un employeur en Indonésie pour un salaire hebdomadaire de 2 000 €. L'Indonésie, tradition millénaire des tribus papous, théâtre d'ombre, artisanat multiforme, récifs de corail, puissants volcans, varans insolites, papillons géants, un décor paradisiaque. Comment peut-il exister autant de merveilles dans un seul pays? Vivant dans une situation financière étriquée, je ne pouvais laisser cette ultime opportunité m'échapper. Soudeur professionnel, j'étais chargé d'installer des machines à distiller pour une fabrique d'acrylique. J'effectuais d'abord une première mission avant de partir m'y installer définitivement en juin 2005. La vie était rose jusqu'en novembre, lorsqu'un jour, à la suite d'une descente policière, je fus arrêté par des forces spéciales. Je découvris alors que le chantier abritait un laboratoire clandestin de production d'ecstasy. Je fus immédiatement incarcéré dans une prison de haute sécurité. On m'avait pourtant promis le paradis. Voilà que je me retrouve dans un imbroglio judiciaire qui risque de me conduire à la potence, car dans ces pays, le trafic de drogue est puni de la peine capitale. J'eus tout de même quelques doutes lors de cette seconde mission, car l'endroit ne me paraissait plus être le même depuis mon premier séjour. Une porte dérobée camouflait un local qui ressemblait à un local du parfait chimiste. Je posais quand même quelques questions pour comprendre davantage. On m'a assuré qu'il ne s'agit que d'un laboratoire pour tester du MDMA, le composant d'un stupéfiant, l'ecstasy. J'ai été crédule. La réponse m'a suffi. Mais là, assurément, j'ai fait preuve de légèreté ou peut-être de naïveté, car je pouvais mesurer les conséquences de mon implication dans une telle entreprise, surtout pour un étranger. Pour moi, au début, c'était une page tumultueuse de ma vie qui venait ainsi de s'ouvrir. Mais en réalité, dès cet instant, ma vie avait basculé. Elle est même en danger, il faut le dire. Ma première nuit en cellule fut horrible. J'avais passé une nuit blanche, songeant à l'idée que cette affaire pourrait me coûter la vie. Au cours de mon procès, je n'ai même pas eu droit à un interprète. J'ai dû m'exprimer dans un résidu d'anglais que je barabounais de façon plutôt rudimentaire. La voie de l'appel m'était tout de même ouverte et je me suis engouffrée pour contester cette décision. En appel, le parquet général requit la peine capitale. Je me crus soudain dans un film dans un rêve qui se transforme en cauchemar. C'en est trop pour moi. La peine de mort. La peine de mort pour quelques écrous serrés? Me voilà englouti inexorablement dans le couloir de la mort. La mort, vaut-elle vraiment la peine? La cour vint à rendre son verdict.
Ma peine fut requalifiée en peine de mort, comme l'avait requis le procureur général. Comble de malheur, pour une simple opération de soudure, j'écope de la peine capitale. De cellule en cellule, je fus d'abord enfermé à Tangueran, puis à Jakarta, et enfin dans l'île prison de Nusa Kambanga, dans une cellule de 6 mètres carrés, prévue pour une personne, où l'on se retrouva à 3. C'était l'enfer, et c'était parti pour 10 années de lutte pour ma survie. À l'aube de l'année 2015, le pays projetait une série d'exécutions. L'humanité entière était en émoi. Les protestations des pays occidentaux fusaient. Le 18 janvier, 6 condamnés à mort furent exécutés en Indonésie. Mon tour se rapproche de jour en jour. Mon sort était irrémédiablement scellé. Je m'approchais progressivement, jour après jour, du peloton d'exécution. J'introduisais alors une demande de grâce auprès du président indonésien. Mais hélas, c'est resté lettre morte. À la fin du mois de janvier, le président de mon pays écrit au président de l'Indonésie pour lui demander de surseoir à mon exécution. Mais celui-ci semblait intransigeant sur le trafic de drogue. En avril, l'Indonésie déclarait qu'elle procédera aux exécutions de 9 condamnés à mort sur l'île de Nusa Kambanga où j'étais détenu. C'était notre tour. Mon sort ne tenait plus qu'à un fil. C'est alors que j'introduisais l'ultime recours qui restait à ma disposition. Mes proches suivaient de près toutes ces procédures. Ils étaient inquiets. Ma situation était préoccupante. C'était évidemment très difficile. L'attente est longue, insupportable, cruelle. Pendant que j'attendais le délibéré de mon ultime recours, les 8 personnes avec lesquelles je devrais être exécutée ont été exécutées. Je fus retiré in extremis de la liste d'exécution. J'ai pu obtenir un sursis au dernier moment, les autorités indonésiennes ayant évoqué mon recours en cours. Une nouvelle chance de vivre venait ainsi de s'offrir à moi. Tel un boxeur au bord du chaos sauvé par le gong, je respire. Je savoure ce laps de temps qui me reste que je souhaite le plus long possible. L'espoir était le seul droit humain pour moi. L'espoir, c'était le seul moyen de survie pour moi. L'espoir, c'est la différence entre la vie et la mort. Mon sort était devenu une préoccupation mondiale. Le monde entier attendait désormais impatiemment ce verdict. Le 22 juin 2015, coup de tonnerre. L'improbable alternative à la mort ne s'offrit pas à moi. Mon dernier recours fut rejeté par la justice indonésienne, et cela malgré la pression de la communauté internationale et des appels à la clémence. Mes avocats tentaient désespérément de me sauver la vie, alors même que le parquet indiquait qu'il s'agissait bien de mon ultime recours. Eux recherchaient inlassablement d'autres improbables pistes, d'autres ultimes recours. Pour moi, l'attente est interminable. Mon exécution était dès lors imminente. Soudain, au plus profond de ce sommeil, dans l'abîme du désespoir dans lequel je fus plongé cette nuit-là, je me réveillai en sursaut. La sueur dégoulinait de tout mon corps, tremblotant de peur, terrifiée comme la rescapée d'un tsunami. Je venais de passer une nuit atroce. Je ne pouvais imaginer que l'on puisse passer d'aussi mauvais temps, même en rêve, dans ce pays aux 1000 merveilles. Ce pays lointain où l'on s'apprête à ôter ma vie. Ce pays où je passerai de vie à trépas.
Mais en me réveillant, je m'étais aussitôt soulagée de voir que tout cela n'était qu'un rêve. Mesdames et messieurs, c'est là la triste destinée de Serge Atlaoui. Pour Serge Atlaoui, ce n'est pas un rêve. J'aurais tant aimé que ce soit le cas, car la mort n'en vaut pas la peine. Hélas, cet homme est sur le point de subir la plus grave violation des droits humains. Tuer pour punir. Ces derniers mots devant la cour résonnent non pas comme un cri d'alarme, mais une supplique lancée par tous ceux qui, comme lui, attendent dans le couloir de la mort. Il disait: Madame la Présidente, je n'ai pas été condamné à 1 an, ni à 20 ans de prison. J'ai été condamné à mort. Je ne demande pas qu'on me mette en liberté, mais je demande qu'on épargne ma vie. Mesdames et messieurs, la peine de mort ne vaut pas la peine. Parce que la peine de mort est la négation même du droit humain le plus fondamental, celui de vivre, tel qu'énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle est à considérer comme la forme ultime de traitement cruel, inhumain et dégradant. Les années passées dans les couloirs de la mort sont également une forme de torture universellement proscrite. Parce que la peine de mort ne permet pas aux coupables de s'amender, elle est inutile. Nul ne peut disconvenir que la peine de mort est irréversible. Elle interrompt tout processus de guérison et de réinsertion sociale. Et c'est de ce point de vue l'aveu d'un échec de la société à se montrer solidaire envers ceux de ses membres